Alors bonjour à tous, on va commencer ce focus. Alors c'est vrai qu'il fait assez chaud dans cette salle. Alors, on va essayer de tenir 1 heure et quart, puis ensuite on pourra respirer plus facilement à côté. Donc l'intitulé de ce focus numéro 12, la combinaison des mobilités décarbonées au cœur des enjeux de l'aménagement. Alors, comme vous le savez certainement, les transports sont le premier poste émetteur des CO2, en France en tout cas, et depuis plusieurs années, les pouvoirs publics investissent des milliards d'euros pour déployer de nouvelles lignes de transport en commun, comme le Grand Paris Express en Île-de-France, pour compléter les réseaux de transport. Effet plus rare, mais qui mérite d'être souligné, il y a des initiatives qui existent, qui peuvent provenir de collectifs de citoyens, on va en parler tout à l'heure. Mais dans tous les cas, ces nouveaux transports redynamisent les villes et les quartiers dans lesquels ils s'implantent, ce qui explique le soin particulier que les élus et les acteurs de la fabrique de la ville apportent à l'aménagement des espaces publics. Et voilà ce que vont illustrer les trois intervenants de ce focus. Nous allons débuter avec monsieur Jean Coldelfi, qui est directeur du programme Mobilité 3.0 au sein d'ATEC X France. Il est également président du think tank Union routière de France et conseiller du président de Transdev. Et monsieur Coldelfi, vous allez nous parler de mobilité décarbonée et de liberté de déplacement en mettant en parallèle les émissions de carbone et la dimension d'équité. Donc on a hâte de vous entendre à ce sujet. Pourquoi ce choix? Je vous en prie. Merci de l'invitation dans cette salle très très chaude. Il reste un petit peu d'oxygène, j'espère qu'on va tenir. Voilà. Alors, effectivement, vous l'avez d'abord, premier point, la décarbonation, elle a commencé. On a une baisse des émissions dans ce pays de 20% depuis 1990. Elle a commencé, sauf dans les transports. Les transports, c'est le seul secteur dont les émissions ne baissent pas. On a à peu près 70 millions de tonnes émises par la voiture en 90 et en 2022. Donc pourquoi? Je pense qu'une des premières causes, c'est que se déplacer, c'est vivre, c'est-à-dire aller travailler, étudier, se soigner, se divertir, se nourrir, se rencontrer dans les villes, et que remettre ça en cause, c'est quand même très problématique pour tout un chacun, et j'allais dire encore plus pour les plus fragiles qui ont besoin certainement d'être plus mobiles pour bosser. Et donc la répartition des émissions de transport, je vais pas détailler, mais on voit ici que la voiture, c'est 16% des émissions. Dans les 30% des transports, 16% c'est les émissions. C'est un des plus gros postes. Et comme je le disais, c'est un des rares postes qui ne bouge pas. Malgré, vous l'avez dit, 120 milliards investis dans les transports publics, 20 dans les TGV, 40 dans les TER et 60 dans les transports publics urbains depuis l'an 2000. Et donc, d'aucuns diraient que ça ne sert à rien. Voilà, je ne suis pas de cela, puisqu'il faut regarder les choses dans le détail pour comprendre comment ça marche. Alors, premier point, vous avez ici la carte des navettes domicile-travail en France. Donc, vous voyez que la France, c'est un système qui est super bien intégré. On a relié les métropoles de province à Paris, essentiellement par le TGV. Donc là, on a dépensé 20 milliards. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de substitution, c'est-à-dire qu'on n'a pas remplacé la voiture par le train. On a flingué un certain nombre de lignes aériennes, ça c'est certain. Il n'y a plus d'avions entre Strasbourg et Paris, entre Lyon et Paris. Mais on a plutôt un principe d'addition, c'est-à-dire qu'on a fait plus de kilomètres puisqu'on a pu se déplacer très vite. Voilà. Et ça a profité à un certain nombre de métropoles régionales, comme Lyon. Et ça a plutôt abîmé, je pense, d'autres métropoles comme Laval ou Le Mans, qui, à 1 heure de Paris, ont vu leur loyer et le prix de l'immobilier augmenter sans qu'il y ait des implantations d'entreprises et sans doute même des départs d'entreprises. Donc attention là-dessus, vous connaissez sans doute ça. Vous avez ici cette carte, je vais passer assez vite, mais c'est l'aire urbaine, donc l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle central. C'est l'aire urbaine de Lyon, que je connais très bien. J'étais en charge des mobilités pendant 6 ans à la métropole de Lyon et j'ai été élu dans le périurbain lyonnais pendant 13 ans. Vous avez 68, 90, 2011. En blanc, vous habitez et vous travaillez dans la même commune. En rouge, vous faites 50 km. Vous avez cette carte pour toutes les métropoles et toutes les grandes agglos de France. On n'habite plus à côté de son lieu de travail pour différentes raisons. D'abord, les deux dans un couple de travail. Les mobilités professionnelles sont beaucoup plus importantes. Et on a une concentration de l'emploi dans les métropoles parce qu'on a eu une destruction de l'emploi dans les villes moyennes du fait de la désindustrialisation. Ce n'est pas les métropoles qui ont pris aux villes moyennes, c'est plutôt les villes moyennes qui ont perdu de l'emploi et qui n'en ont pas créé, puisque la base arrière industrielle de la France, ce n'est plus la France, c'est essentiellement
les pays du Maghreb et la Chine. Alors, je vous mets ça aussi, c'est la répartition de l'INSEE par taille d'aire urbaine, en distinguant en première colonne les communes-centres. Ensuite, la deuxième colonne, autre commune en pôle, s'appelle la banlieue. Et ensuite, les communes des couronnes, c'est-à-dire le périurbain. Alors, premier point, vous voyez que 93% de la population française est économiquement polarisée sur une ville, mais que 50% habitent dans la campagne. Donc, vous imaginez bien les flux que ça entraîne. Et ces flux sont très, très majoritairement réalisés en voiture, parce que notre système TER n'a pas du tout accompagné cette lente mutation des aires urbaines. L'autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que pour un habitant dans les villes-centres, dans les grandes aires urbaines, vous en avez 2 autres dans le périurbain. Voilà. Et les 2 tiers de la croissance dans les grandes aires urbaines se fait en dehors du pôle central, ça on le sait, et ça ne s'arrête pas. Ça continue. Donc on a, j'allais dire, ce mitage territorial qui se poursuit. Quand vous conjuguez ça avec les kilomètres réalisés, vous voyez que quand vous habitez dans les très grandes aires urbaines, dans les villes-centres des très grandes aires urbaines, vous faites très peu de kilomètres en voiture. Pourquoi ? Parce que là, les 60 milliards qu'on a mis dans le transport public urbain, ils ont marché. C'est-à-dire qu'on a divisé par 2, voire par 3 le trafic routier en plus de 20 ans, en 30 ans dans ce pays, du fait d'une offre de transport public urbain tout à fait qualité et des contraintes sur la voiture, parce que quand vous mettez un tramway, vous lui prenez de la place, ça augmente le temps de parcours de la voiture et ça améliore celui des transports en commun. Mais quand vous êtes dans le périurbain, vous êtes toujours à 18 000 km par an. Et donc vous voyez que pour moi, la crise des gilets jaunes, vous avez 15% de la population qui habite dans les centres-villes et grandes aires urbaines qui a demandé et obtenu l'alignement du diesel sur le prix de l'essence. Le problème, c'est que ces gens-là faisaient très peu de kilomètres en voiture, leur mobilité étant essentiellement subventionnée dans les transports publics, et ça a impacté les 50% de la population qui faisait 20 000 km par an. Il ne faut pas, je pense, aller chercher beaucoup plus loin dans cette affaire-là. Et donc, on a aujourd'hui une véritable difficulté. Voilà, c'est là où on a fait le report modal. Donc la répartition des émissions est la suivante. Les liens périurbains agglomération, c'est 5% des émissions de la France, le tiers des émissions de la voiture. Le deuxième tiers, c'est la longue distance. Et le troisième tiers, on va dire, c'est essentiellement au sein du périurbain et des liens entre villes. Les villes-centres, c'est 0,2%. On ne parle que de ça, mais le job, il est fait. Voilà. C'est vraiment sur les liens entre les territoires qu'il faut vraiment se focaliser. Voilà. Alors, les questions d'équité, donc, haro sur la voiture, c'est-à-dire qu'on avait toléré, on avait viré la voiture des centres-villes, des grandes agglos, et puis l'accès aux emplois de cet agglo se faisait en voiture. Tout ça était, j'allais dire, acceptable, les gens perdaient du temps, c'était une espèce de péage temporel, si vous voulez, qu'on payait. Puis le carbone a déboulé en disant tout ça c'est fini, vu le poids que ça pèse, il faut qu'on fasse autrement. Le problème c'est que les solutions alternatives ne sont pas là. On n'a pas les transports publics capacitaires. Je l'illustre, sur Lyon on a 220 000 navetteurs, j'ai 35 000 places dans les TER. Bordeaux 100 000 navetteurs, 25 000 places. Donc vous voyez, on a une demande qui est énorme par rapport à l'offre. Et donc les partisans de la gratuité, au passage, font une erreur de diagnostic assez majeure. Et vous voyez, donc, et la voiture électrique, aujourd'hui, elle est encore super chère. Voilà, une Twingo électrique, ça coûte 25 000 euros. La C3, ils viennent de la dévoiler, la électrique, elle sera à 23 000 euros. Le salaire médian en France, c'est 1 800 euros. Et vous voyez, quand on fait les ZFE, ici, vous avez la répartition des dépenses en bleu, c'est la voiture. Donc sur les 3 premiers déciles de revenus, les ménages dépensent 200 euros par mois. Ce n'est pas les 500 ou 600 que proclame l'ADEME. Ça, c'est plutôt les derniers déciles. Pourquoi ? Parce qu'on achète des voitures d'occasion en France. La voiture est devenue un bien commun comme un frigidaire. Ce n'est plus du tout un objet social. Mais quand vous demandez à ceux qui dépensent 200 euros d'avoir le standard de vie avec les ZFE de ceux qui sont complètement à droite, évidemment, c'est impossible. Et c'est pour ça que les ZFE sont décalés dans le temps, parce que c'est socialement ingérable. Voilà. Donc, pas de solution alternative. On va continuer comme ça pendant un moment. Alors, comment en sortir ? Donc, moi, je vous propose une approche qui est basée sur ce qu'on appelle les biens communs, c'est-à-dire des biens publics rares. Ces biens communs, donc on va s'intéresser aux acteurs et aux ressources rares. L'objectif de la politique de mobilité, c'est assurer l'accessibilité pour tous, c'est-à-dire permettre aux gens d'aller travailler, se nourrir, se divertir dans des délais et à des coûts raisonnables. Les ressources privées rares, c'est-à-dire pour vous et moi, c'est le temps. Le temps, c'est la ressource rare par excellence, le seul truc qu'on ne peut pas acheter. Et nos revenus. Et les biens communs, donc les ressources publiques rares, il y en a 3. Le quota d'émissions pour rester en dessous de 1,5 degré. L'espace public en ville.
Voilà. Pourquoi on a viré la voiture de la ville? C'est pour redonner de la qualité aux espaces publics et embellir la ville. Et on y a plutôt, on a vraiment réussi. Ça a commencé à Nantes avec les tramways dans les années 80. D'ailleurs, le maire de l'époque, je crois, n'a pas été payé en retour parce que je crois qu'il s'est fait battre aux élections juste après. Et puis les fonds publics. L'argent qui est mis là ne sera pas disponible ailleurs. Et donc l'objectif, plutôt que raisonner en aficionado du vélo, des transports en commun, de la voiture, que sais-je, il faut plutôt regarder comment je permets d'assurer l'accessibilité pour tous à la ville en minimisant l'impact sur les biens communs. Alors, les solutions, du coup, par rapport à nos différentes situations, au sein du périurbain, la voiture électrique, c'est très très bien. On n'a pas la densité pour les transports publics, ça serait ruineux. Et la voiture électrique, c'est vraiment, ça divisera par 3 ou 4 les émissions de carbone, donc c'est très très bien. Au sein du périurbain, c'est plutôt le vélo avec les transports publics qu'il faut organiser. Si je peux laisser mon vélo pour des courtes distances et ensuite prendre un transport public, donc je peux le laisser et le retrouver le soir, donc ça veut dire que j'ai un parking sécurisé. Prendre un transport public pour des distances plus longues, c'est vraiment ce qu'il faut organiser. Et un peu la même logique, sur les liens centre-périphérie, il faudra pouvoir laisser sa voiture électrique ou son vélo électrique à un parking relais et ensuite prendre un car ou un train. Il faudrait multiplier par 3 l'offre actuelle de transport public sur les déplacements centre-périphérie, ce qui permettrait d'avoir une part modale sur ces liaisons de 50%. On est aujourd'hui même pas à 10%. Hein. Voilà, sauf quelques cas exceptionnels. Donc vous voyez que la marche, elle est importante. La question, c'est le financement, évidemment. Alors, comment choisir entre les solutions de financement? Je vous propose 2 critères. Premier critère, la quantité d'émissions évitées. Il faut favoriser les solutions qui évitent un maximum d'émissions. Et un deuxième critère, il faut prendre les émissions où le coût de la tonne de carbone évitée est le plus bas. Donc vous avez un premier paquet de solutions, des coûts faibles avec des forts passagers kilomètres en voiture évités. Donc ça, c'est le TER des AOM vers les agglomérations, que je distingue des TER SNCF, je expliquerai pourquoi après. Et puis les solutions vélo-voiture, plus parc relais, plus car express. Un car express, ça coûte 10 fois moins cher au kilomètre qu'un train en France. 35 € versus 3,50 €. Donc quand j'ai un train toutes les heures, je peux vous mettre un paquet de car express en fréquence pour arriver au même coût, quoi, toutes les 6 minutes. Donc sans aller jusque-là, je peux mettre des bus tous les quarts d'heure, des cars tous les quarts d'heure, et je peux transporter finalement pas mal de monde à un coût beaucoup plus bas, avec une fréquence beaucoup plus élevée. Donc peut-être revisiter nos imaginaires. Le train, c'est noble, et le bus, c'est pour les gueux. Ben non. Voilà. C'est un peu comme le tram et le bus. Vous voyez, le tram, ça a plutôt bonne presse, mais le bus, ça a plutôt mauvaise presse, et pourtant, c'est infiniment plus simple de desservir, d'aller de A à B en bus qu'en train. Vous avez 1 million de kilomètres de route et j'ai 25 000 kilomètres de voies ferrées hors TGV. Le deuxième paquet, c'est le jaune. Donc là, on a des coûts forts avec des forts passagers kilomètres. Donc là, c'est le TER SNCF vers les agglomérations. Pourquoi? Parce que c'est le TER du monopole. Le monopole impose ses conditions à la fois en qualité et en prix à la collectivité, et donc c'est extrêmement cher. L'Allemagne fait rouler 4 fois plus de TER que la France pour un budget simplement du double. Le TR en France, c'est 35 € le train kilomètre. En Allemagne, c'est 17. Voilà. Et quand on met en concurrence, on divise par 2 les coûts d'exploitation de la SNCF. Et ça marche. Voilà. Et ça marche. Donc, le bien commun qu'est l'argent public devrait nous imposer de faire ça, parce que c'est une ressource commune. L'hydrogène, parce que, par exemple, il faudrait des subventions R&D, parce qu'aujourd'hui, c'est une techno qui est beaucoup trop chère. Et donc, il faudrait, par la recherche, faire baisser les coûts. Donc, l'idée, c'est de passer du jaune vers le vert. Les trucs qu'il faut absolument éviter, les petites lignes TER, désolé, mettez du car. Un TER moins de 30 personnes, 40% des TER, c'est du diesel. Un TER moins de 30 personnes, ça pollue plus que 30 voitures. Et on a un paquet de lignes qui sont à 5 ou 10% de taux d'occupation. Mettez des cars, ça polluera moins, ça vous coûtera bien moins cher et ça assurera un service bien meilleur, plus de fréquences. Voilà. Et puis, ce que j'appelle le pourquoi pas, les trucs sympas. Le vélo monomodal, tout le monde en parle. Voilà, 90% des kilomètres parcourus dans ce pays sont faits de trajets de plus de 5 km. Je suis un grand cycliste. Croire que le report modal massivement de la voiture vers le vélo existe, c'est juste pas vrai en fait. C'est plutôt en conjugaison avec les transports en commun. L'essentiel des trajets sont des distances assez longues. Et donc il faut basculer plutôt sur l'intermodalité. Voilà. Et quand vous regardez les coûts d'évitement, le véhicule électrique, ça coûte 400 € la tonne de CO2, d'après le ministère. Les trains en France, d'après son PDG, le PDG de la SNCF, on est à 1 000 € la tonne. Donnez-moi 100 milliards, je vous évite 100 millions. Alors, parce qu'il y a des coûts de l'infra. Quand vous faites des calculs uniquement sur l'exploitation, on a des coûts très élevés et d'autres qui sont beaucoup plus raisonnables suivant le taux de charge des trains. Donc, il faut favoriser les lignes qui sont chargées. Les cars express, donc là, on est vraiment sur des liaisons où ils sont très chargés. On a des coûts
négatif, c'est-à-dire que les gains privés sont supérieurs aux coûts publics, excellent. Et puis le covoiturage, alors ça c'est pareil, on est dans les trucs déraisonnables. Pour 10 km, ça coûte 520 € la tonne de CO2, record derrière la SNCF. Et puis une petite pique au décroissant. En 2020, vous regardez la baisse du PIB par rapport aux économies de CO2, c'est revenu à 6500 € la tonne. Donc la décroissance, ça pose quand même de sacrés problèmes sociaux et en plus, c'est pas très efficace. Voilà. Donc si vous prenez un axe des distances à parcourir avec le volume de déplacement, donc je reviens à la rareté de l'espace public, ben vous voyez les modes qu'il faut privilégier suivant les distances. Et quand vous avez 3000 personnes par jour à transporter, prenez le car. Mettez du car. Supprimez du train, mettez du car. Voilà. Pourquoi j'oppose un peu les deux? C'est que ces deux moyens sont en compétition sur une ressource rare qui est l'argent public. Voilà. Et donc, si on considère que l'argent public est une ressource rare, je crois que c'est vraiment le cas, il faut prendre la solution la plus efficiente. Et puis, dès que vous êtes sur plus de 6000 personnes par jour, le car est infoutu de faire ça pour des questions tout simplement physiques, de capacité, prenez le train. Voilà. Donc, je vais faire assez simple. Hein. Donc, les déplacements centre-périphérie, c'est vraiment la priorité. Il faut garder la ville accessible. C'est évidemment un enjeu social et économique énorme. On sait ce qu'il faut faire. Le DIAG est établi depuis 2017 par une ministre qui s'appelait Madame Borne, qui avait fait une démarche bottom-up, qui était plutôt regarder ce qui se passe dans les territoires et remonter des propositions. Et donc, voilà, une société, ça ne se résume pas au carbone. Il y a aussi des enjeux sociaux importants. Et puis, on a des enjeux de fonds publics, surtout avec la remontée des taux d'intérêt. La dette française, dans 2 ans, risque de devenir le premier poste à équivalence avec l'éducation nationale du budget de la nation. C'est dommage. Et je vous mettrai ceci de Keynes qui disait voilà, les politiques doivent faire des choix entre l'équité, l'efficacité et la liberté. Il ajoutait les capitalistes ont échoué parce qu'ils ont privilégié l'efficacité et la liberté au détriment de l'équité. Et il disait les communistes ont juste fait l'inverse. Voilà, si on veut réussir, il faudra, dans une société démocratique, qu'on conjugue bien la liberté de déplacement, l'équité, parce que sinon ça ne sera pas accepté, et l'efficacité, parce que l'argent public est une ressource rare. Merci. Merci. Merci Jean-Claude Défi pour cette présentation. Alors vous avez présenté effectivement des solutions de décarbonation et je pense qu'on l'a tous compris ici, le car. Hein. Une solution que vous recommandez. Alors justement, voilà, est-ce que vous avez des pistes? Comment financer toutes ces solutions que vous venez de nous présenter? Alors, comment financer? Alors c'est vrai que bon, je travaille depuis un moment sur ces sujets-là. J'étais hier encore à un colloque au Sénat. Et la semaine passée, une réunion avec les représentants des AO et le ministre des Transports. Moi, ce qui me frappe, c'est la permanence de demander de l'argent à l'État. Voilà. Les AO passent leur temps à demander de l'argent à l'État. Et c'est bien connu, l'État est très riche en France. Enfin, voilà, je crois que voilà, on est en termes de dette publique, on doit être numéro 2 derrière la Grèce, je crois, en termes de volume et en taux en déficit budgétaire. Donc, on va quand même au-devant de graves ennuis parce qu'on n'est pas raisonnable, en fait. Et on a quand même des solutions. Le premier point, c'est effectivement de redéployer pour mettre les bons outils aux bons endroits. Et donc, faire rouler des trains vides, c'est pas raisonnable. Voilà. Faire rouler les trains à 5 ou 10%, c'est pas raisonnable, ça coûte très cher. Il vaut mieux prendre des solutions plus adaptées. Et c'est pas une question de... Il faut sortir de la logique de l'honneur. C'est pas déshonorant de prendre un car. Voilà, je suis désolé. Déployer des solutions lourdes de tramway, de métro pour relier les banlieues au centre et les banlieues entre elles, c'est l'objet du Grand Paris Express, oui, ça faut le faire. Donc ça, c'est effectivement, ça coûte de l'argent. Donc premier point, on a des moyens, on peut dégager diminuer les dépenses, ou en tout cas redéployer. Quand vous mettez en concurrence la SNCF sur les TER et en Ile-de-France, avec la RATP, ça vous permet de dégager 4 à 7 milliards par an. C'est à peu près ce qu'il nous faut, en fait. Il faudrait qu'on double notre budget transport. Donc, si vous voulez, voilà, on a un certain nombre de solutions. Et je pense, alors pour le dire ensuite autrement, je pense qu'il faut qu'on revoie notre tarification. Aujourd'hui, l'usager occasionnel, c'est-à-dire que celui qui n'est pas abonné, vous avez un certain nombre de gens qui ne sont plus abonnés, soit parce qu'ils ne travaillent plus à temps plein, soit parce qu'ils ont plusieurs employeurs, soit parce qu'ils sont en horaire décalé. Ça fait quand même un paquet de monde, hein, tout ça. Quand vous additionnez tout ça, eh ben, l'abonnement n'est pas intéressant pour lui, donc il est au tarif, au titre unitaire ou au carnet, ça lui coûte plus cher que sa voiture. Donc évidemment, vous prenez votre voiture si vous en avez une, et sinon, vous fraudez.
penser que la fraude serait un jeu pour les gens. Non, il y a une relation entre la structure des tarifs et la fraude. Donc personne ne veut regarder ça. En fait, on a une tarification qui a été mise en place en 1975. Voilà, on est en 2023. Les choses ont changé. Donc une tarification basée à l'usage et sur les revenus me paraît quelque chose à engager rapidement. Je vais l'illustrer. Quelqu'un qui est à Fontainebleau, qui prend son RER tous les matins pour aller à Paris, il coûte 6 000 € d'argent public par an. Vous prenez le même, vous allez au nord, à Creil, à peu près le même kilométrage. Ce n'est pas vraiment la même sociologie. Il coûte pareil. Mais si vous voulez, il y en a un qui a les moyens et l'autre pas. Donc à chacun selon ses moyens. C'est un bon vieux principe républicain. Et je pense qu'il faudrait qu'on en sorte. Et donc on revoie cette tarification, qu'on ait plus d'occasionnels et un peu moins d'abonnés, qui surconsomment en plus le transport public sur des distances très courtes. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette présentation? Oui. Bonjour, Jean-Baptiste Chénaud, je suis fondateur de MapLab. On travaille sur les trajets domicile-travail, donc évidemment ça m'intéresse beaucoup. J'avais une petite question sur les transports à la demande. Vous n'en avez pas du tout parlé. C'est vrai que c'est un truc qui est un peu à la mode en ce moment. On en parle beaucoup. Le transport à la demande, si vous voulez, c'est vous appelez une centrale, vous avez une appli, et puis il y a un transport public qui vient vous chercher. En fait, c'est un taxi. Moi, j'étais élu local. On déployait le transport à la demande dans des zones rurales, parce que la voiture n'est pas un problème dans les zones rurales, c'est même surtout une solution, sauf pour les gens qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus conduire. Et donc, par contre, on soumettait ça à des conditions de revenus, parce que ça vous coûte extrêmement cher. Que ce soit en périurbain lyonnais ou à Rouen, ça vous coûte à peu près entre 15 et 25 € la course. Donc c'est extrêmement cher, ça ne peut pas être généralisé. Voilà. Donc je pense qu'il faut... Voilà, il n'y a pas d'argent magique, hein, il faut sortir de... Donc il faut l'appliquer dans des cas bien précis, et je crois surtout avec une tarification adaptée, sinon vous ruinez en fait. Voilà. Merci. Bonjour. Vous avez mis un peu le focus sur comment mieux se déplacer avec des modes alternatifs, mais on sait depuis longtemps qu'une solution alternative, c'est tout simplement de moins se déplacer. Comment est-ce qu'on fait pour moins se déplacer dans un contexte où on a une offre de transport qui est de plus en plus attractive pour plutôt plus se déplacer de plus longues distances? Ouais. Alors, donc vous avez deux moyens pour ça. Vous avez soit vous organisez l'espace, soit vous organisez le temps. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Organiser l'espace, tout a été écrit là-dessus. Lisez Francis Bossir, notamment. Ça fait 30 ans que les urbanistes répètent la même chose. Faites du transit oriented development. Il faut urbaniser autour des axes et de transports en commun. Voilà. J'aurais pu le montrer, mais je n'ai pas le temps. Mais une carte de l'aire urbaine de Lyon et une carte de l'aire urbaine d'Oslo ou de Copenhague. Sur Lyon, tout est mité. Vous avez la construction partout, avec des très faibles densités partout. Sur Oslo, tout est concentré autour des axes de transport en commun. Donc la balle est dans le camp des régions. C'est un truc qui s'appelle le SRADET. On devrait mettre. La région Bourgogne l'a fait, peut-être de manière un peu timide, mais en face d'elle, elle a la mairie en fait. L'interdiction d'urbaniser à plus d'1 kilomètre d'une gare ou d'un pôle de transport en commun. C'est ce qu'a fait Copenhague. L'urbanisme en doigt de gant. Voilà. On n'urbanise pas entre les doigts. Juste là. Et c'est beaucoup plus facile. Ça prendra 15 à 20 ans parce qu'aujourd'hui, le périurbain, il est comme il est. C'est la moitié de la population française. Mais il faut le faire. Donc vous voyez, et comme on n'y est pas arrivé, pourquoi? Parce qu'on a 35 000 communes et qu'en fait, les communes raisonnent à leur échelle. Ça a une cohérence à leur échelle, mais sur une cohérence globale en termes de performance d'un système de transport et d'usage des sols, ça n'en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le ZAN. Donc il y a un truc qui descend de Paris, bim, et on vous dit, pour tous les maires, ça sera 0 artificialisation nette comme objectif, voire brut, certains le proposent. Et donc ça suscite une bronca, mais le vrai problème, c'est un problème de gouvernance en fait. On n'est pas à la bonne échelle et on n'a pas les bonnes personnes qui ont les bons outils. Voilà. Je l'illustre. Vous avez 35 000 communes. On sait que la commune n'est pas à l'échelle pour les déchets, l'eau, la mobilité, l'aménagement, l'économie, voilà, rien que ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée des communautés de communes. J'ai vécu ça d'intérieur. Mais on se rend compte que les communautés de communes, ça marche pour les déchets, mais ça ne marche pas pour l'eau, ça ne marche pas pour la mobilité, ça ne marche pas partiellement pour l'aménagement et partiellement pour l'économie. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des syndicats de communautés de communes. Vous voyez, on empile les structures avec des gens qui sont
jamais élus au suffrage universel direct, donc ces débats essentiels ne sont jamais l'objet des campagnes électorales. Donc c'est un problème de démocratie et de gouvernance. Voilà. Pour le deuxième axe, la réorganisation du temps, donc le télétravail, il faut être très prudent là-dessus. Il y a des études tout à fait sérieuses au Royaume-Uni qui montrent que ceux qui se sont mis au télétravail font plus de kilomètres en voiture après qu'avant. Soit parce que vous vous relocalisez, et au lieu de faire 10 fois 5 km en transport en commun, vous faites une fois 100 km en voiture, soit parce que vous redéplacez vos heures de travail, c'est-à-dire que je fais ma réunion en visio, en heure de pointe, je prends ma voiture, alors qu'avant j'y allais en heure de pointe en transport en commun, je prends ma voiture à 10h30, et ça va très bien, je rentre à 15h30 et je finis mon boulot en visio chez moi. Attention aux effets rebonds. Alors, si vous avez d'autres questions pour M. Coldefy, je vous propose de les poser à la fin de toutes les présentations pour qu'on avance. On va partir du côté du Limousin avec Antonin Boyer, qui est architecte et cofondateur du collectif Bon Sens Paysan, qui est à l'origine du réseau de tram-train Limousin, qui circulera sur d'anciennes voies ferrées. Je crois que ça a même déjà commencé. Et Antonin Boyer, donc, petite question, pourquoi est-ce que ce territoire est-il particulièrement propice pour la réouverture d'infrastructures ferroviaires inutilisées? La première chose... je sais pas si oui, vous pouvez. La première chose... Il faut la fermer. D'accord. Moi, je vais répondre à la question. Oui, allez-y, je vous en prie. Du coup, pourquoi s'attaquer à ce sujet-là du ferroviaire en Limousin? Pour la simple et bonne raison qu'après l'Île-de-France, on a un héritage ferroviaire qui est parmi les plus denses au kilomètre carré et qui du coup maille assez uniformément tout le territoire, ce qui nous amène à des taux sur les étoiles de Limoges, Brive et Périgueux de près de 96% de la population à proximité du réseau ferroviaire. Donc c'est un vrai sujet de comment l'infrastructure de transport peut être liée avec une politique. Donc ça répond à la question, mais on va y revenir plus longuement dans la présentation. Dès qu'on la récupérera. Ouais, j'ai vu. Ouais, mais c'est le matin. Ah, je l'avais pas vu, effectivement. Merci. Sur le blanc, je l'avais pas vu. Sur le bureau. C'est celle-là? Non, ça c'est celle du matin. Et c'est celle-là, après-midi. Voilà. Qui note? Numéro 12. Ah, on est 12. On arrive. Et il y avait la vôtre. Voilà. Voilà, encore. Ça c'est la vôtre. Hop. Et voilà. Donc du coup, merci à tous de me recevoir. Donc je suis architecte de profession, mais je représente ici le collectif BSP pour Bon Sens Paysan, donc qui est basé à Limoges. Donc le sujet qu'on porte nous localement, enfin on se définit un peu comme un bureau d'études citoyen avec deux angles d'attaque qui sont les questions de transport liées aux questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Pour vous donner notre petit terrain de jeu historique, c'est le bassin de Limoges, donc facilement repérable. Vous avez Bordeaux, Lyon, Paris, Toulouse. On est à la croisée des deux. Et donc on porte localement ce qu'on appelle le tram-train limousin, qui est un pendant rural des RER métropolitains, et où on va du coup travailler une offre de mobilité globale à partir de l'armature ferroviaire que je vous ai expliqué, qui a été pas mal importante chez nous, et qui va nous servir, ce projet global de transport va nous servir d'armature ou de squelette pour le projet territorial. Donc ce qui est très intéressant, c'est que nous, on part du principe que la mobilité est un droit fondamental, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que du coup, ça touche tout le monde, tous les jours,
quel que soit son âge, quelle que soit sa condition socio-économique, c'est un vrai sujet commun. Et le focus qu'on fait, nous, c'est justement sur le... Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez, sur le bassin d'usage et les habitudes de déplacement des gens qui nous amènent bien au-delà des strictes limites administratives. Et donc pour le cas de Limoges, c'est un rayon de 60 km autour de la ville-centre, qui nous fait en fait un bassin de 435 000 personnes, qui nous donne toute légitimité pour envisager des projets d'envergure. Et donc sur ce bassin, donc ce que je vous disais, on a encore une étoile, nous, de 8 branches qui maillent assez généreusement le territoire. Et donc on va, point par point, à partir des gares, à partir des nouvelles haltes qu'on peut mettre en place dans les agglomérations centres, porter des sujets sur l'habitat, sur l'environnement, sur l'urbanisme, sur les services, etc. Récemment, depuis la fusion des régions, on s'est intéressé aux étoiles voisines. Et plus récemment avec le projet CERM. Et donc on a regardé un peu ce qui se passait du côté de Brive, parce que historicité du Limousin, on voulait voir ce qui se passe chez nos voisins qui ont une armature ferroviaire assez similaire à celle de Limoges. Donc si on y arrive chez nous, forcément on y arrive en dessous. Et de la même manière côté Périgueux, où là on a la chance à Périgueux d'avoir une agglomération qui est très en avance sur ces sujets-là et qui a une navette ferroviaire qui circule depuis l'année dernière, depuis juin 2022, sur les principes des RER, donc de diamétrale cadencée d'un bout à l'autre du territoire, et qui du coup a réouvert des haltes, réouvert des stations et porte une politique d'urbanisme à partir de son réseau ferroviaire. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que ces 3 étoiles viennent à touche-touche les unes des autres, puisqu'on a un bassin d'usage assez cohérent. Et donc on va pouvoir localement sur chacune de ces étoiles porter un projet territorial à partir de la mobilité. Et ça va aussi nous ouvrir de nouvelles perspectives, puisque on va pouvoir décharger entre ces villes-là les TER des dessertes fines qui seront gérées par le principe de navette sur chaque étoile, et parler également à l'échelle nationale de l'infrastructure ferroviaire, puisqu'on a un énorme tronçon du Paris-Toulouse, un énorme tronçon du Bordeaux-Lyon, par Montluçon ou par Clermont. Donc on a plein de sujets comme ça qui viennent en complément les uns des autres sur une seule et même infrastructure qui est l'infrastructure ferroviaire. Donc comment on s'organise ? Il faut savoir qu'au sein du BSP, donc c'est une association, on est autour de 200 adhérents, une quarantaine de membres actifs, architectes, urbanistes, ingénieurs ferroviaires, cheminots, qui charbonnent un peu en interne. Et on a également une cinquantaine de personnes morales qui font partie de l'association, donc des associations, des syndicats, des entreprises, des acteurs économiques et la plupart des collectivités territoriales qui nous accompagnent sur le sujet. Depuis qu'on porte le programme RER Périgord-Limousin, donc avec nos voisins, on s'est rapproché de nos homologues côté Dordogne, donc Périgord Rail Plus, et RAE plutôt côté Corrèze, qui regroupe des acteurs économiques et des collectivités territoriales, pour qu'on puisse porter tous ensemble en fait ces sujets-là et accompagner donc les collectivités et les acteurs territoriaux sur les projets de chaque étoile, et également les accompagner en termes d'ingénierie et de logistique sur ces sujets dans les discussions avec la région, dans les discussions avec l'État et avec les gestionnaires de réseau. Donc il faut savoir que notre démarche, elle est complètement bénévole. Le travail qu'on mène, il est fait par des habitants qui vivent là et qui ont envie qu'il se passe des choses sur ces sujets-là. Et il faut savoir aussi que cet investissement qui est fait, en fait, nous permet d'être en autonomie complètement par rapport à l'ensemble des interlocuteurs qu'on a autour de nous. Donc ça nous permet assez facilement de taper du poing sur la table quand ça ne marche pas, mais de la même manière, dire aussi quand ça se passe bien, parce que c'est bien de le rappeler et de féliciter quand ça se passe comme il faut. L'avantage qu'on a, en fait, c'est qu'on amène, nous, une vision transversale, multi-compétences, à différentes échelles et sur un temps long. Et on va faire comme ça de la prospective territoriale et alimenter et produire en fait un certain nombre d'éléments et de données sur différents sujets, en urbanisme, sur l'ingénierie transport, etc., qui vont être de l'aide à la décision pour les collectivités et les acteurs territoriaux.
Donc pour vous donner un peu la genèse de l'association et voir un peu par toutes les étapes par lesquelles on est passé, le collectif a été fondé en 2014, devenu association en 2015. Dès le départ, on a fait de la prospective en interne et avec nos partenaires, donc les universités, un certain nombre de collectivités, des services techniques, etc. Et en parallèle de ça, on a fait énormément de communication grand public. Innocent comme on était, on s'est dit on a une super idée, on a plein d'éléments, on les présente, c'est sûr ça va marcher, ça va se mettre en route. 3 ans après, on a commencé à changer un peu notre stratégie et on a intégré la plupart des comités techniques sur le volet mobilité. On a accompagné la réalisation des PLUI, des schémas directeurs vélo, des plans de déplacement, pour intégrer le volet stratégique autour de ces sujets-là et préparer du coup le lien entre habitat et mobilité et préparer l'arrivée d'un renforcement du ferroviaire. Donc ça nous a permis de travailler de concert avec les collectivités et même là encore, on s'est dit, tiens, il manque quelque chose. Et en fait, on s'est rendu compte que localement, ce qui bloquait par rapport à d'autres grands sujets, RER par exemple en France, c'est que, on prend l'exemple de Bordeaux. Bordeaux, vous avez un département, une agglomération et qui accueille en plus le siège régional au même endroit sur à peu près le même territoire administratif. Chez nous, sur le seul bassin de la Haute-Vienne, c'est 70 collectivités minimum à mettre autour de la table. Quand on parle des 3 étoiles, je vous laisse imaginer les tablés qu'il nous faut réaliser. Donc ça, on a du coup ouvert l'association aux adhésions de personnes morales justement pour fédérer un certain nombre d'acteurs et tous les acteurs territoriaux autour de ces sujets-là et porter les choses ensemble. Et dernièrement, on a ouvert également aux acteurs économiques parce qu'on se rend compte que les entreprises et un certain nombre de syndicats et autres ont tout intérêt aussi à aborder ces sujets-là et à accompagner la démarche et les recherches qui sont faites dans ce sens-là. Et alors, dernière corde à notre arc, ça tient plus à la loi RER métropolitain. On a attaqué aussi un travail parlementaire où on a fait voter un amendement à l'Assemblée nationale justement pour qu'il y avait un petit flou sur ce qu'étaient les RER métropolitains et à qui ça s'adressait. Et le volet métropole n'était pas vraiment défini. Donc on a insisté et fait en sorte que ce programme puisse s'ouvrir à l'ensemble des territoires de France, du moment qu'on avait une ou plusieurs villes-centres de plus de 100 000 habitants et un territoire suffisamment conséquent alentour pour ne pas oublier le périurbain et la campagne. Et donc pour en conclure, là où on en est, aujourd'hui, on est en grande négociation, vous le savez tous, il y a les contrats de plan État-région qui sont en négo, donc ça c'est le gros sujet, mais ça ne nous empêche pas de préparer Horizon 2025-2027. Et jusque-là, toutes les études préalables, un certain nombre de sujets sur l'urbanisme, l'implantation des nouvelles haltes, et ce lieu par lieu, la transformation des abords des gares existantes, etc. Et de la même manière, de porter un renforcement déjà d'expérimentation sur le renforcement de l'offre sur la base de l'infrastructure actuelle. Et en suivant, une fois qu'on aura de nouvelles contractualisations et beaucoup plus de données, on va pouvoir progressivement intervenir sur les éléments lourds du réseau et sur les éléments structurants de l'urbanisme dans le cadre de projets classiques de maîtrise d'œuvre. Et je serai très heureux de répondre à vos questions parce que j'ai été extrêmement vite et que c'est un sujet extrêmement vaste. Merci beaucoup Antonin Boyer. Est-ce qu'on a des questions de la salle sur ce tram-train Limousin ? Je vous en prie, monsieur. Moi, j'ai parlé fort, la salle est pas Merci. Damien Subi, je travaille aussi chez MapLab. On modélise les déplacements domicile-travail. C'est une question qui n'est pas spécifique à votre présentation, mais vous donnez comme information initiale que 96% de la population habite à moins de 10 km d'une gare ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on sait où ils ont besoin d'aller ? Alors on a fait les études justement, le territoire d'usage qu'on a modélisé en local, on a fait un travail un peu long avec la fac de géographie notamment, justement pour analyser ces éléments-là. Et donc on a la chance d'avoir plein d'études qui ont été faites soit à l'échelle du département, soit à l'échelle des EPCI, mais qui n'ont jamais regardé les choses à l'échelle du bassin d'usage. Et en fait, en croisant les données, on a pu déterminer qu'on avait autant de gens qui allaient faire du ville-campagne que du campagne-ville. Et
autant et en proportion égale sur le territoire des gens qui traversent le territoire d'un bout à l'autre ou font des circulations en interne de la campagne que de la ville à la campagne. Donc c'est vraiment ça qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde ce bassin d'usage, on va à la fois parler des transversales lourdes d'un bout à l'autre du territoire sur l'armature ferroviaire, mais on va regarder après finement comment on va compléter par les navettes routières entre les lignes de train, comment on va faire du rabattement, comment on va, à partir de chacun de ces points-là, construire un système global de mobilité. L'idée, c'est pas de dire on va chasser la voiture, on fait que du train. On est vraiment dans une logique de, au juste endroit, la juste offre de transport. Et pour l'instant, les rails, j'ai pas bien compris si le système, si les rails, tout ça existait déjà. Aujourd'hui, sur l'ensemble. l'ensemble. C'est exploité ou c'est sous-exploité par rapport à votre besoin? Alors aujourd'hui, on est complètement sous-exploité et on est sur un principe qui est assez bête et méchant, qui est on a un TER qui part d'une ville, qui va à une autre ville. Ce qu'on défend, nous, c'est de dissocier ce qui est d'une express, de la vocation même des TER, d'un express d'une ville à l'autre, de la desserte locale diamétralisée qui, elle, correspond aux usages et va pouvoir faire le cabotage fin de gare en gare. Et voir avec les haltes urbaines aussi. Donc l'infrastructure existe. Oui, pardon. Enfin, la grosse infrastructure existe, c'est une question de cadencement et de haltes supplémentaires. C'est une question de cadencement et de renforcement. D'accord, très bien. Et du sillon. Merci. Est-ce qu'on a une autre question sur ce sujet? Pourquoi tram-train? Alors, le tram-train a ce petit truc-là, alors c'est historique à l'association, c'est qu'en commençant sur ces sujets-là, comme on faisait du rural et de l'urbain, on s'est dit c'est logique d'avoir du train qui devient tram dans les agglomérations. Parce qu'on a cette chance-là sur l'étoile de Limoges et sur l'étoile de Brive, d'avoir les 8 branches qui convergent sur seulement 2 barreaux dans les agglomérations. Donc si vous avez un départ toutes les heures ou toutes les demi-heures aux extrémités des lignes, vous avez un battement de 5 à 20 minutes dans l'agglo. Donc en fait, avec le système de desserte territoriale, vous avez un renforcement naturel du système de desserte urbaine. Donc ça vient de là. Par contre, sur le matériel, on reste sur le RFN, on est sur du matériel TER classique, on a bossé énormément avec les cheminots là-dessus. Nos petites Michelin qu'on a actuelles, qui sont bimodes diesel électriques, elles font très bien le travail, en attendant leur remplacement par les Régiolis et un certain nombre de trains à venir. Une autre question? Je vais en poser une dernière. Comme vous le disiez, le tram-train va circuler sur des espaces périurbains, voire ruraux. Il y a peut-être des collectivités, petites collectivités qui vous soutiennent tout particulièrement parce qu'elles se disent « Ah bah tiens, il y a peut-être une halte, un arrêt qui va arriver dans notre commune et ça va être peut-être l'occasion de redynamiser la commune, redynamiser peut-être le centre-bourg ». Est-ce que vous avez peut-être des témoignages de ces collectivités-là qui sont vraiment derrière vous et qu'est-ce qu'elles attendraient justement peut-être d'une halte chez elles en termes de nouveaux usages? Je vais vous faire une petite histoire du coup. La toute première collectivité adhérente chez nous, officiellement, c'est la commune de Saint-Pierre-de-Frugy, donc qui est à la frontière entre la Dordogne et la Haute-Vienne, et qui a une gare à 3 km. Sauf qu'en fait, ils se rendent compte que comme ils sont entre le bassin de mobilité de Limoges et le bassin de mobilité de Périgueux, en fait, le train, il est indispensable. Donc c'est les premiers adhérents. Et de fil en aiguille, comme ça, de sujet en sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait un attachement assez important au train chez nous, mais qui est lié à l'histoire, parce qu'en fait, l'ensemble des bourgs se sont constitués avec le train. C'est aussi pour ça qu'on a ce ratio-là, et aussi important entre les emplacements de l'habitat et le réseau ferroviaire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a systématiquement des gares qui existent. Il y a 50 gares sur la Haute-Vienne. Et donc on a une adhésion assez facile parce que tout le monde connaît le train. Très bien. Merci Antonin Boyer. On va passer à la... Ah oui, je vous en prie. C'est que sur des gares existantes ou vous allez créer des gares? Alors sur les étoiles, comme je disais, on a une 50aine de gares existantes à peu près sur l'étoile de Limoges et sur l'étoile de Brive. Il y en a 2 dans l'agglo de Limoges, mais on a repéré 20 sites potentiels pour des nouvelles haltes urbaines qui peuvent desservir tous les quartiers et qui peuvent être vocation aussi à des projets urbains derrière.
La question se pose un peu moins en campagne parce que, alors il y a des sites touristiques qui peuvent être intéressants, mais là se pose la question d'une ouverture temporaire à la saison touristique, etc. Enfin, c'est aussi des logiques derrière dans la gestion du réseau, dans les sillons. C'est un peu plus touchy. Mais pour le coup, on est principalement sur ce qui existe. Merci. Alors, dernière présentation. On va aller un peu plus au nord du côté de Brest avec Claire Guilleneuve, qui est directrice générale de Brest Métropole Aménagement. Et donc, ce territoire est en train de développer une deuxième ligne de tram. Brest Métropole Aménagement, donc, comme son nom l'indique, est aménageur au départ. Et au fil des années, la structure a ajouté plusieurs cordes à son arc. À Claire Guilleneuve, donc, quelles ont été les étapes de cette évolution qui ont mené Brest Métropole Aménagement à porter ce projet de nouvelle gare, de nouvelle ligne de transport? Alors, en fait, comme il vient d'être dit, je pense, chaque projet de transport, en fait, a une histoire. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des affects qui sont relativement forts, qui s'impriment, et on n'est pas toujours dans des logiques pures d'efficacité ou d'efficience économique. Nous, donc, au départ, nous sommes un aménageur, voilà, créé en 2006, et on a adopté la compétence mobilité en 2016, avec un projet qui a fait l'objet d'une certaine audience, qui est le téléphérique urbain de Brest, voilà, que nous avons reçu, si je puis dire, à un moment où il était déjà très largement engagé, mais on a piloté sa mise en œuvre. Voilà. Et puis, depuis, en tant qu'aménageur, on a aussi une nouvelle compétence qui est celle de la performance énergétique, qu'on applique pour le moment essentiellement au bâtiment public. Et à mon avis, en fait, ces trois sujets-là, ces trois compétences se répondent d'abord et sont extrêmement interpénétrées, sachant que lorsqu'elles sont traitées, en règle générale, elles sont traitées par des gens qui ont au départ des formations, des modes de pensée peut-être un peu différents. Les aménageurs ne travaillent pas comme des ingénieurs de transport, qui ne travaillent pas comme des ingénieurs thermiciens. Et c'est très intéressant à un moment d'essayer de renforcer une équipe autour de ces compétences-là. Voilà. Alors, nous avons été mandatés par la collectivité en 2020 pour un projet qui s'appelle Mon Réseau Grandit et qui consiste, alors pour l'essentiel, en la mise en place d'une deuxième ligne de tramway, également la création d'une première ligne de BHNS et le renforcement du réseau de bus et l'aménagement de 9 pôles d'échange multimodaux. Je dis essentiellement parce que dans un budget global d'environ 200 millions, on est sur à peu près 75 pour le tram et 25% pour les deux autres objectifs. Donc vous voyez qu'on est sur des choses quand même assez différentes. On a des enjeux, je vais y revenir, hein. Bien sûr, il y a l'enjeu de la mobilité. Alors, comme il a été dit aussi tout à l'heure, on n'urbanise pas autour des lignes de transport, mais maintenant on essaie de mettre des lignes de transport performantes dans des endroits densément urbanisés, voilà, puisqu'on n'a pas fait au début. Cette ligne de transport de tram, en fait, d'abord, elle a été conçue initialement avant même la mise en place du tramway nantais. Elle a été refusée par un référendum local. Il y a eu un référendum, 80% de non. Et donc, elle a été mise de côté. Elle est revenue dans un deuxième temps. Mais là, pour le coup, elle était conçue sur deux lignes, en fait, une ligne est-ouest, une ligne nord-sud, voilà, qui maille la ville. Et on n'a pas commencé par celle qui avait été refusée. On a commencé par la plus difficile. Donc, nous arrivons maintenant sur la réalisation d'une ligne de tram qui a une longue histoire. Voilà. Donc, il y a bien sûr un enjeu de mobilité très fort, hein. J'y reviendrai. La première ligne de tram est une réussite. Et donc, du coup, on a envie de capitaliser là-dessus et d'aller encore plus loin sur le transport public brestois. Mais il y a aussi beaucoup d'autres enjeux, dont l'environnement et la renaturation sont des enjeux forts. L'aménagement, bien sûr, hein. La grande différence quand même entre le bus et le tram aujourd'hui, ce n'est pas seulement la noblesse du premier, c'est aussi que quand on crée une ligne de tram, on travaille de façade à façade. En fait, on se repose la question de l'aménagement et de l'urbanisation sur l'ensemble du trajet. Et donc, évidemment, c'est un élément fort. Vous me diriez, on pourrait faire la même chose sur du bus. Il faut juste le vouloir. Mais là, d'une certaine manière, on n'a un peu pas le choix, quoi, hein. On mobilise
on mobilise tous les réseaux, tous les concessionnaires de réseaux pour qu'ils déplacent au réseau, pour qu'ils les remettent à neuf. Enfin, c'est un énorme travail. Et puis, bien sûr, il y a un sujet d'attractivité territoriale, vous le disiez. Hein. C'est vrai que le tram est plus vendeur que le bus. Il est plus fréquenté, il est plus prisé. Aussi, alors, parce qu'il est plus confortable, parce qu'il a la réputation d'être plus sûr, bon, ce qui se discute, et aussi probablement parce qu'il est plus visible. C'est bête, mais une ligne de tram, ça se voit. C'est comme le train. Vous pouvez le suivre en vélo d'abord, vous pouvez le suivre à pied, et finalement, vous pouvez vous l'approprier visuellement, ce qui est quand même un très, très gros atout. Donc, on a une première mission en 2018 sur l'ensemble des études préopérationnelles, et nous sommes donc mandataires de la mise en œuvre depuis 2020. Voilà. C'est un projet qui a été attendu, voilà, parce que la première ligne est une réussite, qui a été très débattue. Je vais revenir sur le contenu. Cette deuxième ligne, c'est une ligne courte, 7 km, c'est une toute petite ligne de tram, mais c'est très ouvrageux. Nous allons construire un nouveau pont et en renforcer 2 autres, dont l'un avec élargissement de sa travée. Et ça intervient dans un contexte budgétaire qui n'a rien à voir avec la première ligne, qui est beaucoup plus tendu. Et donc, évidemment, c'est là aussi où elle a été débattue, bien sûr avec la population, mais aussi au sein de l'instance communautaire, parce que voilà, on compte nos millions, quoi. Alors, on compte en millions, vous me direz, c'est déjà pas mal, mais enfin, on compte chacun de nos millions, je vais vous dire. Voilà. Débattu avec la population sur 3 grandes phases de concertation. Une première qui a eu lieu avant les élections de 2020, qui était une concertation très large, encadrée par la Commission nationale du débat public, ce qui n'était pas nécessaire, mais que nous avons souhaité pour avoir un tiers participant. Je pense que c'était très important et ça a donné une vraie qualité. Et qui s'est conclu par vraiment... Alors là, ça a été le référendum pour. Voilà. Hein, c'était vraiment on était vraiment sur le projet lui-même, à la pertinence du projet, et il y a vraiment eu un satisfecit sans problème. On a eu en 2021 une concertation beaucoup plus précise, la volontaire aussi, sur les questions d'insertion pour l'essentiel. C'est-à-dire on a affiné le projet. Et là, vraiment, avec les habitants, quartier par quartier, on est allé sur les marchés, on a fait des ateliers, on est allé dans plein d'endroits publics. Et puis, on a continué, on a toujours une concertation en cours qu'on appelle le dialogue continu, qui est mise en place sous la forme d'un panel citoyen, enfin, et très exactement de 4 panels citoyens qui nous accompagnent sur des sujets précis. C'est un projet avec des enjeux multiples et qu'on a vu remonter justement avec la concertation, hein, à la fois la première, mais surtout la deuxième. On a bien sûr un sujet modalité de transport, amélioration du transport d'une manière générale, avec une vraie question, alors là, qui est un sujet de débat extrêmement fort sur la place de chacun des modes. La place du transport public qu'on aménage, bien sûr, mais aussi la place du vélo, la place du piéton et la place de la voiture. Et alors là, il y a du débat. Hein, et un débat clivé, souvent clivant, voilà, sur lesquels il faut trouver des solutions, quelquefois section par section. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. L'intermodalité est un gros sujet, vous en parliez tout à l'heure. Et c'est la question de nos pôles d'échange multimodaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'un mode de transport à un autre, comment est-ce qu'on dépose sa voiture pour prendre le tram, où est-ce qu'on place son vélo, comment est-ce qu'on passe du tram à la marche à pied, etc. Le confort des voyageurs a été un gros sujet, on y a beaucoup travaillé. Et puis bien sûr, et là c'est vraiment là où je pense qu'en termes d'aménageurs, on a une vraie plus-value, la question de la qualité des espaces publics. Et là, le fait de pouvoir mettre dans une même équipe des ingénieurs de transport et des aménageurs, là, ça nous a amené une capacité de discussion avec la maîtrise d'œuvre et d'affinage, je dirais, d'un certain nombre de sujets vraiment importantes. Et puis, bien sûr, la question des usages existants, parce que, en fait, même avec la meilleure volonté du monde, vous avez un super projet, vous dites on décarbone à mort, qu'est-ce qu'ils vont nous aimer tous? N'empêche qu'il y en a qu'on bouscule.
forcément, enfin, il y a des usages existants sur cet espace public. Alors, on bouscule bien sûr la voiture, mais pas que. On bouscule un certain nombre de commerçants, on bouscule des terrasses qui s'étaient installées, on bouge les choses, on rapproche quand même un transport qui est globalement pas bruyant, mais enfin quand même, une station de tram, ça génère du bruit et des nuisances, on la rapproche de certains habitats. Voilà, donc il faut composer avec tout ça. Voilà, juste un petit focus sur nos deux lignes. Hein. Donc, une ligne de tramway de 5 km, une ligne de BHNS de 3 km 7 en BHNS. Après, elle se poursuivra sur un mode de bus classique avec un objectif à terme de proposer une boucle. On y a renoncé pour des questions de coût dans un premier temps, mais ce sera possible. De même que la ligne B de tram a des possibilités d'extension et on a fait des choix spécifiques pour qu'elle puisse, dans un deuxième temps, s'étendre et peut-être reboucler à terme avec la première. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Je me suis sentie obligée de le mettre parce que c'était dans la liste, la to-do list de cadre de vie. Mais franchement, vous savez bien, quand on fait un gros projet comme ça, évidemment, on est obligé, donc on le fait, cet exercice. On n'a pas eu de mal à répondre sur les effets positifs attendus du projet. Hein. Ils sont nombreux, aussi bien l'amélioration de la modalité, la renaturation. C'est très important. En fait, le tram, c'est un projet qui nous permet, bousculant l'espace public, de proposer aussi de la renaturation, y compris en plein centre-ville, et c'est vraiment important. On a un gros sujet sur la question des eaux pluviales à Brest, parce qu'on a une ville qui est très minérale dans son cœur de ville, et donc en fait, il pleut pas souvent à Brest, mais enfin quand même. Et donc, quelquefois, on a des sujets d'évacuation des eaux pluviales. Et en fait, on utilise ce projet de tram pour vraiment travailler sur cette question de manière importante. Voilà, augmenter la surface des espaces verts. On a un gros sujet en urbanisme et aménagement sur le pôle de la gare, parce que notre tram, il part de la gare, il va jusqu'à l'hôpital. Donc, il part de la gare. La gare, elle est en centre-ville. C'est un espace sur lequel il y a beaucoup de choses. En fait, c'est le plus gros PEM aujourd'hui. Hein. Il y a du stationnement, il y a la gare routière. Et j'ai beaucoup appris de votre première intervention parce que, en fait, nous, la gare routière aujourd'hui, très franchement, elle est traitée comme l'emmerdeur de service. C'est-à-dire, d'abord, elle nous gêne là où elle est, c'est pas du tout pratique. Donc, on va la déplacer. Et puis, en gros, l'ambiance autour de la table, et notamment des élus, hein, c'est de toute façon le bus. C'est un peu passé, quoi. C'est un peu, c'est pas la mode, tout ça, ça nous ennuie. Donc, on va faire un truc provisoire. Si ça se trouve, dans 10 ans, on n'en aura plus besoin. Moi non plus. Après vous avoir entendu, moi non plus. Je pense qu'il faut qu'on révise notre copie sur ce sujet. Mais donc voilà, la gare, c'est un gros sujet d'aménagement et ça nous a amené à élargir, parce qu'on est aussi des aménageurs. Hein. On a proposé à la collectivité, là franchement, d'élargir la focale et de prendre une maîtrise d'œuvre dédiée sur ce PEM pour pouvoir y travailler. Et puis, bon, c'est un enjeu économique, bien sûr. Et puis, on a évidemment, on s'est livré à l'exercice éviter, réduire, compenser, et on a rempli soigneusement. Et on a vraiment rempli soigneusement. C'est-à-dire, on est rentré un moment dans cet exercice pour essayer de réduire au maximum les effets négatifs du projet ou de les compenser, notamment sur le plan environnemental. Voilà, on est, alors, en termes d'organisation, ce qui est intéressant peut-être, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sur un projet mixte comme ça, qui allie l'aménagement, le transport, voire d'autres sujets, nulle part, vous avez une unicité d'équipe. C'est-à-dire, depuis le maître d'ouvrage, ce n'est pas les mêmes services. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ils ne se parlent pas énormément. Enfin... Et donc, en fait, on passe beaucoup de temps quand même à parler avec notre maîtrise d'ouvrage, transport, aménagement, urbanisme au sens plus général, planification, autres usages, habitants, commerçants, enfin voilà. Donc ça c'est un vrai sujet. Donc ensuite, il y a nous, le mandataire, je vais vous dire comment on travaille. On a une maîtrise d'œuvre, bien sûr, hein, et puis ensuite des entreprises, des concessionnaires de réseau et tous nos autres acteurs institutionnels. Et en termes d'organisation, on a une équipe qui est composite, c'est-à-dire que dans cette équipe, on a des gens qui viennent de BMA, donc qui sont plutôt des aménageurs, voilà, et qui ont été détachés, enfin d'une certaine manière, puisqu'ils sont restés dans la maison, en fait, ils sont juste descendus à l'étage du dessous, qu'on a réservé.
Donc, ils ont gardé leur contrat de travail. Le menu détail, c'est que moi, je les ai remplacés dans leur fonction d'aménageur. Donc, le jour où ça se termine, il faut que j'ai matière à les réintégrer et à leur redonner du boulot. Mais ça, voilà. On a recruté. Donc, BMA recruté, essentiellement en CDI chantier, de manière à pouvoir, une fois le chantier terminé, donner fin au contrat si on n'a pas possibilité de garder, et on ne pourra pas garder tout le monde. On a pris un AMO technique, donc, qui est Gisrail, donc qui nous délègue une équipe. On a une équipe qui est présente, 3 personnes, 100%, plus des gens qui arrivent de manière plus ponctuelle en fonction des besoins. Et puis Brest Métropole a délégué une équipe de 4 médiateurs. Donc en fait, sur notre plateau du premier étage, on a ce qu'on n'avait jamais connu, nous, une équipe mixte avec des gens qui ont des statuts différents, des modes de fonctionnement différents, des cerveaux différents. C'est très intéressant. On s'amuse. Voilà. Et on nous avait posé cette question aussi, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les clés de succès? C'est pas simple. On est une petite structure. On est en gros, notre taille normale, c'est 25 personnes. Là, on a bondi à presque 40. Donc, accueillir un projet surdimensionné dans une petite structure, c'est un vrai défi. Voilà. On a constitué une équipe dans l'équipe, ce qui n'est pas simple en termes de gestion de ressources humaines, en termes de cohésion. Voilà. Et puis, bien sûr, dès qu'on a eu le mandat, on a commencé à préparer l'avenir. C'est-à-dire, on s'est dit, ça va être génial pendant 4 ans. Et après, quand on va livrer et donc se retirer, comment est-ce qu'on atterrit, quoi, voilà. Je pense que ce qui est absolument super, c'est qu'on valorise, enfin, c'est un objet de valorisation fort des gens qui sont mobilisés, quoi. Vraiment, c'est extrêmement valorisant, extrêmement intéressant. Ça fait évoluer nos métiers à une vitesse quand même très importante. Voilà. Et puis, moi, je suis persuadée que l'avenir pour nous, c'est dans ce nœud, c'est-à-dire que demain, on ne réfléchira plus à un projet d'aménagement, on le fait déjà plus, sans transport, mais même, enfin, vous le disiez tout à l'heure, de manière fine. Il faut aller finement dans les usages, etc. Et bien sûr, sans la transition énergétique. Et nos PEM vont être équipés, bien sûr, de photovoltaïque. On commence à réfléchir sur leur équipement, sur leurs usages, tout ça. Voilà. Donc, tout ça nous sert et tout ça nous servira demain pour tous nos projets d'aménagement. Voilà. Merci Claire Guilleneuf. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour ce projet de deuxième ligne de tram à Brest? Je vous en prie. D'abord, merci. À Lyon, ceux qui s'occupent du transport public, c'est une structure dédiée qui s'appelle le Citral. Et ils font des projets de transport, ils ne font pas des projets d'aménagement. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Et c'est, je pense, un des grands ratés sur la l'agglo lyonnaise, qui a par ailleurs d'autres qualités. C'est vrai qu'il faut regarder le tramway de Saint-Denis, de Strasbourg, etc. Ça a été des projets d'abord des projets d'urbanisme. Et vous l'exprimez très très bien. Je suis vraiment impressionné du croisement. Et puis, comme vous l'avez dit, des statuts, des démarches, des cultures différentes. Voilà, je pense que c'est vraiment l'avenir. Il y a un mot, je pense, qui manque, c'est le mot logement. Comment vous intégrez la dimension logement? On sait bien que si on n'a pas une politique de logement, lorsqu'on met en place des transports en commun de ce type-là, on peut avoir une inflation importante des coûts du logement et une gentrification autour de ces axes-là. Et on sait que c'est quand même des choses qui se sont passées et on sait que ça peut arriver dans le futur. Bien sûr. Alors sur le logement, Brest a une culture un peu particulière puisque jusqu'il y a 3 ans, nous étions toujours le dernier ex aequo avec Saint-Étienne sur les valeurs de logement en France. Donc on part de très loin. Tout d'un coup, si je puis dire, l'évolution climatique aidant, le télétravail, tout ça, on nous a redécouvert. Bonheur. Et on a à peu près récupéré poussivement, je dirais, des valeurs qui sont des valeurs moyennes bretonnes. Mais on reste quand même plutôt en dessous de la moyenne. On est par exemple beaucoup moins cher que l'Orient. Voilà. Parce que nous sommes loin. On revient à la question des transports. Nous sommes loin. 3h40 au mieux pour faire Paris-Brest. Alors, en train. Excusez-moi. Mais en avion, c'est l'enfer. Donc, de toute façon, depuis le Covid, on a perdu énormément de navettes avions. Donc, voilà. Donc, vous faites difficilement l'aller-retour dans la journée. Enfin, c'est fatigant, quoi. Il faut être jeune.
et avoir un temps assez court sur Paris. Voilà, donc du coup, on est loin et on reste quand même très excentré. La deuxième chose sur le logement, c'est que nous sommes une ville qui est très au-dessus de son quota de logements sociaux. On est à plus de 20% sur la ville-centre. Et il y a beaucoup de logements sociaux en centre-ville, ce qui est une chance. On a un profil un peu marseillais de ce point de vue. Vous voyez ? Non. Et ni à la vétusté des équipements, parce que les nôtres sont en bien meilleur état. Ils ont été construits essentiellement des années 50. Hein, donc, ouais, les logements sont bien, ils ne sont pas chers. Vous êtes bienvenus. Merci. Moi, j'avais une autre question. Vous avez beaucoup parlé de tout ce qui était concertation, la ligne dialogue continu. Et je me demandais, alors c'est quelque chose que nous on a du mal à faire passer, sur le fait qu'on peut faire une étude technique très poussée sur le report modal, les impacts, tout ça, on peut le montrer par des chiffres. Après, l'aspect qualitatif, l'accompagnement et s'assurer que toutes les bonnes idées qu'on a mises en œuvre pour montrer que quantitativement ça marchait, on a du mal à convaincre une entreprise, une collectivité à dire bon, bah, maintenant ce serait bien d'accompagner vos collaborateurs, vos concitoyens dans la réflexion. On nous sort toujours, ça coûte trop cher par rapport à ce que ça rapporte. Parce que on est dans du quali, et je me demandais, c'est un ordre de grandeur du coût de cette partie de concertation sur la construction du tramway. Vous avez dit 200 millions de 75% des 200 millions consacrés à la ligne de tram. Et dans cette partie-là, est-ce que vous avez un ordre de grandeur du coût de cette concertation ? Parce que de ce que vous en dites, c'était quand même un point super important pour dimensionner correctement le trajet. Je ne peux pas vous répondre comme ça, je pourrais le faire si vous voulez. Hein. Après, on a effectivement une ligne concertation, une ligne communication. Sur la concertation, là, en fait, les sujets qu'on a proposés au dialogue continu, c'est l'insertion des stations de métro et de BHNS, c'est-à-dire le positionnement exact de la station, et quelquefois avec du débat, parce que pour certaines, en fonction de la position, bah, vous privilégiez entre guillemets une rue, vous en dévalorisez une autre. Enfin bon, bref, il y avait des vrais sujets. Donc l'adaptation du positionnement des stationnements, la végétalisation avec notamment le choix des végétaux, la lisibilité de toute la communication, l'ensemble de la communication sur le tram. Alors ça a été hyper précieux. C'est-à-dire des gens qui sont complètement extérieurs, qui n'y connaissent rien, qui lisent vos documents. Je vais vous dire, les documents, ce n'est pas les mêmes à la sortie. Hein. Et en fait, ça a vraiment été très, très bien. Et j'ai perdu mon 4e. Ça me reviendra. Bon bref. Voilà. Mais c'est vrai que ça paraît... En fait, à partir du moment où on peut s'en passer et que vous êtes... Dans notre mission, on a une mission cost killer. Hein. C'est-à-dire, on nous a dit au début, voilà... Vous devez réserver tant de votre temps pour faire des économies, trouver des économies. Quand vous êtes dans une logique de peignage d'économies sur un projet, votre tentation, c'est de supprimer tout ce qui n'est pas indispensable. Et la concertation n'est pas indispensable. Donc c'est tentant. Hein. Il y a eu des débats. Alors là, il vous faut des gens bien trempés qui sont décidés à maintenir le truc de manière hargneuse jusqu'au bout. Voilà, et qui serrent les dents et qui y vont. Je peux juste rajouter, je change de casquette, je reprends ma casquette archi professionnelle. À l'agence, on a fait le choix pour faire quelques projets urbains et accompagner des communes. On intègre de fait de la concertation chaque fois qu'on fait de la stratégie. Et il n'y a pas de sujet en fait. Et je pense que c'est aussi à l'ensemble des intervenants, tout bord confondu et toute casquette confondue, que ce soit les collectivités ou les bureaux d'études, etc., d'intégrer ça de fait. Enfin, c'est indispensable. C'est sûr, mais c'est plus facile à faire passer en phase stratégique qu'en phase opérationnelle, d'habitude. Enfin, tout le temps, de toute façon. À la limite, en stratégie, ça paraît presque évident aujourd'hui d'aller chercher l'aval de la population, de regarder où ça frite, etc. Mais quand vous avez décidé de faire, et que le sujet, c'est de réussir à le faire avant la fin du mandat, en fait, c'est ça le sujet, hein, c'est de couper le ruban avant mars 2026, qu'on dit, bah, si on faisait un panel citoyen, on pourrait mettre ça, numériser, enfin, au début, voilà, l'accueil est mitigé, disons. Très bien, merci. C'est peut-être un moyen pour être réélu d'ailleurs et couper le ruban en 2027 ou le 2026, c'est du retard dans le projet. Alors, le maire de Nantes, dont monsieur parlait tout à l'heure, en a fait la douloureuse expérience et on ne l'a plus revu.
Alors, on va prendre une dernière question dans la salle et ensuite, je vous inviterai à aller C'était dans la juste salle une des- question justement sur la temporalité du projet. Aujourd'hui, j'étais pas sûre d'avoir bien compris. Vous êtes encore en études stratégiques, opérationnelles, ou vraiment les études de faisabilité, etc. sont passées. Vous êtes déjà en... Oui, alors les études de faisabilité étaient largement réalisées en 2020. Voilà. Ce qu'on a fait entre 2020 et 2022, ça a été de travailler sur les dernières hypothèses, parce qu'il y avait des endroits où il y avait plusieurs hypothèses, avec des coûts différents, avec des ratios avantages, inconvénients différents. On a eu énormément de travail avec les principaux, je dirais, sources de flux inscrits sur les parcours, et en particulier avec l'hôpital, avec l'université, avec 2 ou 3 gros lycées. Voilà. Et puis des discussions aussi en interne de la collectivité sur un tracé dans un quartier, voilà, avec des matrices avantages-inconvénients. Mais là, on est complètement... Là, en fait, les travaux des concessionnaires se sont déroulés depuis le mois de janvier. Donc, on est en train de déplacer les réseaux et nous allons engager nos travaux dès lors que nous aurons nos autorisations environnementales, ce qui ne saurait tarder avant la fin de l'année, je pense. Voilà. Et on livre donc il nous faut une mise en service en phase blanc, voilà, à la fin de l'année 2025. Donc c'est extrêmement court. En effet. Et si je reviens juste petite question toute courte, si je reviens sur le dialogue citoyen justement que vous avez mis en place, sur toute la phase chantier, travaux, est-ce que vous avez aussi une partie, parce qu'on le voit de plus en plus maintenant sur justement les projets d'infrastructures, de transport, etc., d'information auprès des citoyens pour leur expliquer aussi ce qui va se passer, comment ça va se passer, et les impliquer aussi dans toute cette phase chantier qui peut être assez effrayante, même si là vous parlez d'une temporalité quand même relativement courte sur les travaux. On a 4 médiateurs chantiers qui sont répartis sur 4 secteurs urbains. On a fait une communication extrêmement importante par voie de presse, par voie de réunion, par bien sûr les réseaux sociaux, voilà, pour que chacun... Et ils ont un prénom et un numéro de téléphone portable. Ils ont une boîte mail, ils ont un objectif de réagir dans les 48 heures au plus à une interpellation. Ils ont derrière l'équipe qui travaille tout de suite s'il y a vraiment un sujet. Voilà. Donc ça, on y travaille beaucoup. Et puis on a hebdomadairement une réunion avec ce qu'on appelle les agents de la ville, la police, le SDIS, tous les gens qui ont besoin d'utiliser la ville et qui font également remonter, parce qu'eux-mêmes, ils ont des usagers où ils vont intervenir, je sais pas moi, Haut-du-Ponant va intervenir dans un endroit sur un chantier, nous dire attention là, dans l'immeuble là, on a déjà eu des soucis parce qu'il y a telle mamie qui a tel problème et il faut absolument qu'à certains moments l'ambulance puisse passer, machin, enfin voilà. Donc voilà, toutes les semaines on travaille sur en fait un planning mobile de 5 semaines. On a mis ça en place depuis le début des travaux concessionnaires. Merci. On va s'arrêter là pour pouvoir passer de l'autre côté pour la phase de clôture. En tout cas, merci Jean-Col Défi, Antonin Boyer, Claire Guilleneuf. Si vous reste des questions, je crois qu'ils n'ont pas fini à côté, n'hésitez pas à aller voir nos intervenants. Merci.